parents agnostiques sûrement. Donc, bon, ça ne fait pas grand-chose par rapport à tous les enfants qui ont été sauvés. Alors, combien d'enfants sont restés dans des familles? Ça a été des procès après-guerre. L'affaire finalise en est qu'un et c'est une banale histoire de jugement de tutelle. Mais il y a quelques procès et ils sont bien identifiés. Ce que je veux dire, c'est que les œuvres juives ont ouvert une toute obédience confondue, ont ouvert une cinquantaine de maisons pour plusieurs milliers d'orphelins et il y a peu d'enfants juifs qui sont restés dans la nature. Il y en a sûrement, hein, mais ça ne dépasse pas la centaine, hein, pas plus. Et sûrement pas ces milliers dont on parlait dans l'immédiate après-guerre. Et tout le travail de l'historien. Oui, mais en même temps, je ne pouvais consulter que les archives qui existent, parce que vous allez me répondre, mais oui, mais ça c'est du volatile, on ne peut pas savoir. Le travail de ces commissions de dépistage qui sont allées dans toutes les régions, qui sont allées dans les mairies, qui ont vu les listes du COSOR, c'est-à-dire les listes de la résistance, des œuvres sociales de la résistance. Donc bien quadriller les régions pour chercher les enfants. Comment? Y compris l'assistance publique, parce que moi, on part. Y compris l'assistance publique. La première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller à l'assistance publique. Ils n'étaient pas souvent bien reçus d'ailleurs, ils le disent dans leur rapport. Autre question? Le choix vous savez, c'est du porte-à-porte, c'est du bouche à oreille, beaucoup. On fait activer les réseaux, comme on dirait maintenant, hein, et par région, on voit comment des personnes non juives dans la région vont faire le lien avec le bureau de l'UGIF, avec d'autres assistantes sociales, avec le bureau de l'OSE. Et en ce qui concerne le réseau Garel, les assistantes sociales étaient divisées par département. Hein. Donc elles faisaient du porte-à-porte à bicyclette. Et souvent, elle mettait en avant le fait que elle ne disait pas tout de suite que l'enfant était juif. C'est une fois qu'elle était reçue à l'intérieur des familles qu'après elle disait bon voilà, maintenant je vous le dis, c'est un enfant juif. Est-ce que vous prenez la responsabilité de. Alors, est-ce que les familles, qu'est-ce qu'elles risquaient? On va souvent poser la question. C'est vrai que c'est interdit à des familles chrétiennes de garder des juifs, mais ce n'est pas inscrit dans la loi. Et souvent, ceux qui ont été arrêtés, c'est des familles qui étaient en même temps impliquées dans des réseaux de résistance intérieure. C'est souvent. Donc, globalement, elle ne risquait pas la déportation. Mais c'était interdit.
Donc, alors il y a eu des enfants qui ont été retirés de certaines familles, parce que les assistantes sociales faisaient l'effort, qui n'a pas toujours été tenu, d'aller visiter systématiquement les enfants pour voir si tout allait bien. On a quand même vu des cas de maltraitance, ça n'a pas été tout rose, mais globalement, alors il y a une assistante sociale qui s'occupait du réseau dans la région de Valence, qui a raconté dans ses mémoires que, par exemple, il fallait qu'elles aillent toujours plus profondément dans le département pour trouver des familles et s'étendre à des départements plus lointains, à partir de Valence, d'aller d'abord dans la Drôme, les départements limitrophes, et puis après jusque dans l'Ardèche. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Vous avez l'exemple du petit village de Trot, pas très loin d'ici. C'est quelqu'un responsable de l'usine qui est rentré en contact avec le maire. Voilà. Et c'est le maire qui a placé une trentaine d'enfants dans ce minuscule village. Sans jeu de mots, on trouve qu'il y avait 200 habitants. Donc tout le village savait. Et en plus, il y a une commandanture à l'eau. Vas-y. Oui, pardonnez-moi, madame, mais je m'inscris en faux avec ce que vous venez de dire, pour deux raisons. D'abord, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que ceux qui cachent les enfants ne fussent pas déportés et ils restent eux-mêmes. Ça, c'est une chose. Mais ce qui non, je n'en connais pas, tout ce que je peux dire. beaucoup plus important, de toute façon, c'est que vous avez cette affirmation ici et maintenant. Mais en ce qui est concerné à cette époque-là, personne ne savait. Et moi, j'ai des témoignages dans la correspondance de la famille qui m'a sauvé, qui dit au moment des arrestations de juillet 1942, dans l'échange à ma mère avec cette famille, Fred dans le Rachel, dans quel monde vivons-nous, disent ces personnes qui me cachent, et qui sait si le même sort ne nous attend pas. Et elle relate l'arrestation de Juifs à Blois dans l'été 40. Donc ce qui est important, ce n'est pas seulement effectivement le fait de l'histoire, c'est ce qui se passe à ce moment-là, et ce qu'ils pensent, et ce qui fait que ce sont des héros, parce qu'ils le font malgré cette charge épouvantable. Tout à fait. Moi, on ne s'inscrit pas du tout en faux. Simplement, prenez deux pays comme la France et la Pologne. Ben, je peux vous dire que, pourtant un pays antisémite comme la Pologne, mais les familles qui ont pris la responsabilité de cacher des enfants, je ne parle pas des adultes, mais des enfants ou des adultes, peu importe, si elles étaient découvertes, elles étaient immédiatement fusillées et la totalité de leur famille avec. Donc, je veux quand même relativiser ce qui n'empêche rien, et il faut continuer non seulement à honorer les justes, à trouver d'autres familles qui sont justes, parce que leur caractéristique, c'est de dire « mais moi, je n'ai rien fait que la chose la plus normale qui soit, celle d'un être humain. » Bon. Et donc, je pense qu'on n'a pas assez honoré le juste enfant, et qu'il y en a bien d'autres qui ont caché des enfants juifs. Mais simplement, je crois que, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas faire d'anachronisme, mais que les gens qui ont effectivement risqué leur vie, ce sont ceux qui, en même temps, étaient dans des réseaux de la résistance intérieure. C'est en tant que tels qu'ils ont été arrêtés. Et pas parce qu'ils
cacher des enfants. Monsieur. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de... C'est l'année où la France est en situation de pré-guerre civile. C'est l'année où non seulement la Gestapo devient enragée, mais où il y a la milice et les dégâts à l'intérieur en ce qui concerne les dénonciations, c'est la milice qui a été qui a œuvré de manière terrible. Et c'est l'année 44. Oui, j'ai une question par rapport à... Vous avez parlé tout à l'heure de la région de Toulouse. Vous avez pas parlé de l'Église protestante. J'ai un peu le sentiment, j'ai peut-être tort, que l'Église protestante n'a pas tout à fait la même attitude que l'Église catholique par rapport aux enfants juifs. Et qu'entre autres, la question des conversions n'a pas été pratiquée par l'Église protestante. Enfin, moi, il me semble que j'ai parlé des protestants. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'action du pasteur Wegner, mais les pasteurs se sont très vite mobilisés. Ce n'est pas un hasard si le comité de Nîmes, qui a rassemblé toutes les associations qui ont travaillé dans les camps d'internement, c'était à Nîmes. Ça, c'est un Wegner, qui est le chef de l'église réformée. Le village du Chambon, c'est pas seulement le Chambon, c'est tout le plateau Vivarais-Lignon. C'est l'ensemble des Cévennes qui se sont mobilisés. Et conversion, ça c'est sûr. On peut dire. Il n'y a pas chez les protestants le même anti-judaïsme que dans l'Église catholique. On peut aussi dire nettement. Pardon. Ils ont toujours été. Voilà. J'ai voyé que C'est ce que j'ai dit. ils ont une vieille histoire et une vieille pratique de la clandestinité.